Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du monde des langues. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet que je ne souhaitais pas traiter initialement, mais j'ai fini par changer d'avis. Il s'agit donc de la soi-disant réforme de l'orthographe dont on parle beaucoup en ce moment. Alors c'est un sujet qui a créé beaucoup de débats sur internet et j'ai songé qu'il était important en fait, de revenir dessus pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités, beaucoup de choses fausses qui ont été dites à mon sens à ce sujet. Et il m'a semblé juste de revenir dessus pour rétablir certaines choses. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé les réactions très intéressantes et très parlantes d'un point de vue sociologique, on pourrait dire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice et de vous en parler en vidéo. Alors on a vu les médias s'enflammer, raconter que c'était la fin de l'accent circonflexe, qu'il y allait avoir une réforme en profondeur qui allait entrer en vigueur tout de suite. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette réforme ? Eh bien en fait, il ne s'agit pas d'une réforme, il s'agit en fait du retour d'une rectification orthographique qui a été proposée en fait en 1990. Donc en fait, on est sur un texte qui est paru au journal officiel il y a 26 ans à peu près. Et il ne s'agit en fait que d'une rectification de quelques milliers de mots sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers que compte le français. Quel est en fait le problème ? Le problème, ce n'est pas tant qu'on modifie certains mots, c'est que beaucoup de personnes en fait, ont eu des réactions épidermiques parce qu'elles ne voulaient absolument pas de ce changement qu'elles voyaient comme une sorte de diktat imposé par l'État. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une réforme imposée actuellement, mais qu'il s'agit en fait de la mise en application dans certains manuels scolaires de la nouvelle orthographe. Orthographe qui, je le rappelle, date de 1990, sachant que certains éditeurs, je crois que Hatier, utilisaient déjà en fait l'orthographe rectifiée. Donc ce qui veut dire qu'on n'est vraiment pas sur une nouveauté. Ensuite, j'ai entendu dire que cette réforme était liée à la réforme du collège, donc c'est absolument faux. Alors, qui a proposé la réforme ? Ce n'est ni l'État, ni même l'Académie française, qui a récemment mis les points sur les i en clarifiant un peu les choses. Il s'agit en fait du Conseil supérieur de la langue française, qui n'a pas en fait vocation à imposer des choses. Et en fait, ça pose la question, est-ce que le français est immuable ? Est-ce qu'il peut ou ne peut pas changer ? Puisqu'en fait, cette réforme a été adoptée dans des pays voisins. Par exemple, c'est en 2005 que le Québec a commencé à adopter réellement l'orthographe rectifiée. La Belgique, dans certains médias, l'applique depuis 2009. Et donc, encore une fois, je tiens à dire, ce n'est pas nouveau. Et des réformes de l'orthographe, il y en a eu dans plusieurs pays. Par exemple, l'Allemagne a proposé une nouvelle orthographe en 1996 qui voulait simplifier certaines choses assez complexes. Et le Portugal en a proposé une au début des années 90, je crois, et l'a mise en application en 2008 dans tout le monde lusophone. Alors, comme en France, ces réformes ont été diversement accueillies. Par exemple, en Allemagne, il y a eu de très fortes tensions. Par exemple, le célèbre journal de Francfort, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, est revenu en 2000 l'orthographe ancienne. Et par exemple, je parlais de la réforme du portugais. Vers 2008, le Portugal a très mal vécu le fait qu'on simplifie l'orthographe, entre guillemets, pour l'harmoniser dans le monde entier. Mais évidemment, le plus grand pays lusophone du monde, maintenant, c'est plus le Portugal, c'est le Brésil. Et les Portugais ont très mal vécu le fait qu'on propose une orthographe brésilienne plutôt que portugaise. Le fait d'avoir des réticences à une réforme, finalement, ce n'est pas français. C'est dans toutes les langues. Alors, le problème, c'est que cette nouveauté intervient dans un climat assez tendu. Et il y a eu énormément de choses en fait qui tiennent presque de la théorie du complot sur cette réforme. On a parlé de novlangue, donc la novlangue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le roman de George Orwell 1984. C'est une sorte de langue inventée et imposée par l'État qui est très simple, qui empêche aux citoyens de penser, d'émettre des raisonnements critiques. Évidemment, on n'est pas là-dedans, c'est totalement stupide. Ensuite, j'ai même entendu dire que cette réforme de l'orthographe, en fait, en simplifiant la langue française, allait abêtir les enfants. Enfin, j'ai entendu parler plusieurs fois de nivellement par le bas.
Et c'est ce qui a poussé d'ailleurs la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, à publier une vidéo récemment où elle avouait, entre guillemets, qu'elle était à l'origine d'une théorie du complot. Alors, entre cet emballement médiatique avec des articles qui annonçaient la mort pure et simple de l'accent circonflexe et les réactions avec les personnalités qui mettaient ce hashtag absolument stupide « je suis circonflexe », personnellement, je trouve que reprendre la mort d'une dizaine de personnes et en faire un slogan pour parler d'accent circonflexe, je trouve ça un peu triste. Ou ce qui est quasiment la théorie du complot, avec des gens qui disaient que si le gouvernement a fait passer cette réforme de l'orthographe, c'était pour cacher le débat sur la déchéance de la nationalité. Alors je vous rassure, je pense pas qu'il y ait une sorte de complot judéo-maçonnico-reptilien, mais simplement un vieux texte, et on va le décortiquer et on va voir ensemble ce qui change ou ce qui ne change pas en réalité. Alors tout d'abord, la mort de l'accent circonflexe, c'est une énormité puisqu'en fait le texte, encore une fois de 1990, propose de supprimer seulement certains accents circonflexes sur des i et des u, à condition que ça ne crée pas d'ambiguïté. Par exemple, on a vu la réflexion assez drôle, je vais me faire un petit jeune et je vais me faire un petit jeune avec ou sans accent. Bon, c'est amusant, mais en fait c'est totalement faux, l'accent circonflexe reste. On propose simplement de le faire disparaître, par exemple sur il ou sur naître. Ensuite, est-ce qu'on peut vraiment changer la langue française? Oui, évidemment, puisque c'est ce qui s'est passé au cours des siècles. Et je vous rappelle que le français, à l'origine, c'est plus ou moins un ensemble de dialectes issus du latin populaire, auquel s'est rajouté un superstrat francique, donc des Francs, les envahisseurs germains, qui a créé donc peu à peu la langue d'Oïl, ou plutôt les langues d'Oïl, avec un dialecte de la langue d'Oïl qui a prévalu sur les autres et qui a donné le français moderne. Et si vous lisez par exemple du français du XVIe siècle, par exemple les grands auteurs Ronsard, Du Bellay et Rabelais, c'est plutôt compliqué, puisque l'orthographe a beaucoup changé. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que face au conservatisme actuel, on peut voir que ces trois personnalités étaient très progressistes en fait vis-à-vis de l'orthographe. Par exemple, Ronsard trouvait que l'orthographe du français était trop chargée et qu'on pouvait étayer un peu. Donc finalement, la langue a évolué grâce à ces réformes et grâce à ces personnalités qui ont poussé pour la modifier. Et même si on remonte à Chrétien de Troyes, par exemple, c'est absolument illisible pour un français actuel, sauf si vous avez fait des études de lettres classiques et que vous avez appris de l'ancien français. Donc on va revenir un peu sur l'histoire de la langue française, et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1539, François Ier, donc le roi de France emblématique de la Renaissance, a décrété en fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordonnance de Villers-Cotterêts, et pour faire du français la langue officielle du royaume de France, et pour supplanter le latin en fait, qui était auparavant la langue des érudits. Et ensuite, en 1634, il y a eu la création de l'Académie française pour poursuivre ce processus de normalisation de la langue française pour en faire une vraie langue étatique. Mais en fait, penser que le français est immuable, qu'on n'a plus le droit d'y toucher, c'est vraiment en fait faire l'impasse sur toute l'histoire passionnante de notre langue, et c'est ce qui s'est passé dans toutes les autres langues bien sûr. Où dans l'Antiquité on a eu les scribes, puis les moines copistes, puis les imprimeurs, qui ont en fait façonné cette langue écrite. Alors j'ai entendu dire plusieurs fois que l'orthographe était de la décoration. Alors c'est une affirmation avec laquelle je suis pas du tout d'accord, puisque évidemment l'orthographe sert à noter l'oral, mais comme je l'ai dit à travers les copistes, l'imprimerie, l'écrit a évolué aussi et a même influencé l'oral, on va revenir dessus. Pour citer quelques réformes importantes, il y en a eu une donc en 1718 qui va différencier le i et le j, et le u et le i, puisque pour ceux qui ont fait du latin, vous savez que ces lettres étaient indifférenciées, donc ça sert à lever des ambiguïtés. Et par exemple, dans des textes de Descartes, j'ai trouvé le je, le pronom personnel, écrit ie. Et ensuite, il y a eu en 1835 une réforme très importante
qui a débarrassé le « est » écrit au « i », comme dans, par exemple, français, on voit souvent le vieux François, mais en réalité, depuis très longtemps, on le prononçait français, et c'est une réforme antérieure qui a même figé cette graphie, qui ne correspondait déjà plus à l'époque à l'oral. Et pour ceux qui connaissent le mot connaisseur en anglais, qui est orthographié comme connoisseur, en fait, quand il est passé en anglais au XVIIIe siècle, je crois, il se prononçait déjà connaisseur. Donc c'est amusant de voir en fait que ce sont des réformes qui ont figé certaines graphies et qui n'étaient plus réellement valides et qui ont ensuite été supprimées, comme en 1835. Et cette réforme de 1835, elle est beaucoup plus loin que cette rectification orthographique de 1990. Et elle est allée même tellement loin qu'en 1878, il y a eu des rectifications sur cette réforme. C'est-à-dire, donc ce qu'il est intéressant de noter, c'est que si le français a ce côté si archaïsant, entre guillemets, a marqué autant l'étymologie, c'est que des intellectuels, au cours de l'histoire, ont amené des réformes. Donc le changement a amené la langue française telle qu'on la connaît aujourd'hui, et il serait idiot de vouloir la rendre immuable et qu'on n'ait plus le droit de la modifier. Ça n'aurait absolument aucun sens. Donc maintenant, je vais aborder les points que je vois souvent revenir sur Internet, qui sont tout d'abord l'accent circonflexe. Donc non, l'accent circonflexe, comme je l'ai expliqué, ne va pas entièrement disparaître. Mais l'accent circonflexe, c'est quoi? L'accent circonflexe, il est cher en fait à de nombreux grammariens, linguistes, etc. Tout simplement parce qu'il va conserver l'étymologie. Alors on dit souvent que l'accent circonflexe cache un S qui a disparu, comme dans hôpital qui vient de hospitalita en latin, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque un accent circonflexe peut marquer une voyelle longue, comme dans âge qui au cours du Moyen-Âge s'écrit avec deux A, ou alors une syllabe qui a disparu. Par exemple, le mot âme en français prend un accent circonflexe parce qu'il vient de anima en latin et que le ni a sauté tout simplement. Et aussi, dans certains mots, ce qui est drôle, c'est que l'accent circonflexe n'a pas été présent malgré la présence d'un S. Par exemple, je prends le mot coutume, qui vient en fait du même mot en ancien français, je crois qu'on disait coutume ou quelque chose comme ça avec un S, qui a dû se prononcer costume, et qui a donné costume d'ailleurs. Mais en fait, coutume, c'est écrit avec un S entre le U et le T, mais ce S a disparu et il n'y a pas eu d'accent circonflexe pour le remplacer. Et maintenant le nénuphar, donc j'aime beaucoup cet exemple, puisqu'on reproche en fait à la réforme orthographique, ou plutôt la rectification orthographique, d'avoir fait tomber le PH qui note une étymologie grecque. Donc en fait, le phi, la lettre phi en grec, se prononce comme un F et est noté PH en français pour en fait simplement, uniquement marquer cette étymologie. Et on peut voir par exemple qu'en italien, ce qu'on écrit philosophie en français avec un PH sera philosophia, et que les Italiens en fait s'en sont très bien sortis en se débarrassant du PH. Et ce qui est très amusant avec le nénuphar, c'est que jusqu'en 1935, on écrivait plus couramment nénuphar avec un F, et que des linguistes en fait ont rapproché une étymologie grecque de nymphéa par exemple, qui est totalement fausse parce qu'en fait nénuphar vient tout d'abord d'un mot sanskrit, donc la langue ancienne de l'Inde, ou plutôt du nord de l'Inde, qui est passé dans le persan et l'arabe. Donc ça n'a absolument aucun sens en réalité d'écrire nénuphar PH, sachant que l'étymologie n'est pas grecque, mais vient donc d'autres langues. Comme notre accent circonflexe, en fait, même ce PH n'a pas été conservé partout. Par exemple, en français actuel, on va écrire fantôme avec un F, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est aussi longtemps écrit avec un PH, puisque en fait, fantôme vient d'un mot latin qui a été emprunté au grec. Donc, encore une fois, cette volonté de garder l'étymologie ne s'est pas toujours faite en réalité. Abordons maintenant le cas de l'oignon. Donc, c'est très drôle en fait de voir autant de gens crier au scandale en fait pour un changement orthographique qui n'est pas forcément idiot, parce qu'en fait, le i de oignon en réalité n'a aucune valeur vocale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la graphie IGN tout entière, donc pas seulement le GN mais le IGN, sert en fait à noter ce que l'on appelle une consonne nasale palatale voisée. Bon, autrement dit un gne.
Et on a utilisé très longtemps ce i qui est resté dans certains mots, qui est tombé dans d'autres. Et par exemple, on a longtemps écrit montagne avec un i, comme on peut le voir dans le nom de Michel de Montaigne, donc philosophe français du XVIe siècle, dont le nom, à mon avis, se prononçait montagne. Et par exemple, j'ai trouvé une famille normande, je sais pas quelle est la prononciation de son nom actuel, la famille d'Agneau, ou d'Agneau, qui a des agneaux sans i sur son blason, puisque à une époque, le mot agneau s'écrivait avec un i. Et ce qui est amusant en fait et qui montre bien que l'orthographe c'est pas de la décoration, c'est qu'en fait ce i parfois est resté en fait dans certains mots et c'est prononcé. Par exemple le mot araignée qui vient du latin aranea, le i en fait a été donc utilisé dans ce graphème IGN pour dire mieux et en fait ça finit par se prononcer parce que par exemple le roi de France du XVe siècle, si je dis pas de bêtises, Louis XI, était surnommé l'universel aragne, donc sans i. Mais finalement, en fait, ce i de araignée a fini par se prononcer et est resté. Et de la même manière, la poigne, le i a fini par intégrer la langue parlée, mais on retrouve aussi le mot pogne, donc une pogne en argot c'est une main, et on voit qu'en fait, un seul et même mot, avec une graphie qui a pu être perçue comme ambiguë, a donné le mot poigne et le mot pogne, alors qu'avant, il se prononçait uniquement pogne. Et cette graphie se retrouve aussi dans le mot seigneur, du latin seniorem, donc sans i entre le e et le n. Et donc, à mon avis, le son i a été absorbé entre guillemets par le e, et donc resté tel quel. Alors, l'orthographe des mots composés. Personnellement, je ne suis pas contre, puisque je ne suis pas sûr que beaucoup de gens en fait arrivent à orthographier correctement et surtout à mettre au pluriel beaucoup de mots composés. Donc à moins d'être fan de la dictée de pivot, c'est plutôt quelque chose qui va vous embêter. Évidemment pour moi, voir 1000 pattes écrit tout attaché avec l'absence assez étonnante de S, parce qu'il y a 1000 pattes donc il faudra mettre au pluriel, ça me choque, mais c'est parce que je suis habitué. Mais voir 1000 pattes avec un E et 1000 pattes ES, finalement c'est plutôt logique. Ou même un après-midi, voir des après-midi avec un S, ça me choque un peu, mais c'est relativement logique. Et ça permet énormément, à mon avis, de simplifier l'orthographe des mots composés et surtout leur pluriel, qui, je suppose, est hors de portée de beaucoup de gens qui n'ont pas réellement travaillé la question très assidûment. Mon avis personnel est assez nuancé en fait sur la question de la rectification orthographique. Personnellement, l'accent circonflexe, même si évidemment il peut être source de difficultés, pour les langues étrangères, pour leur apprentissage, me paraît relativement utile parce que par exemple, il sans accent circonflexe, on perd par exemple en italien le isola par exemple. Ce qui est intéressant dans toutes les réflexions et tous les débats qu'on a pu avoir, c'est qu'on voit vraiment une sorte de peur du changement d'abord, puisque la langue française, en fait, très tôt, à partir du 15e, surtout du 16e siècle, a été envisagée comme une grande langue, en fait. Et quand François Ier, en fait, l'a fait passer langue du royaume, d'ailleurs au détriment d'autres langues comme l'occitan, qui était pourtant très présente en France, on a voulu lui donner, en fait, cette dimension noble pour la rendre égale au latin et au grec. Et quand les courants, on va dire, étymologistes ont imposé en fait leur volonté de mettre des lettres muettes qui marquaient l'étymologie en français, tandis que des courants qui voulaient un français plus phonétique, entre guillemets, ont perdu ce débat, c'est justement pour donner au français cette connotation assez savante. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des lettres muettes, comme le G dans doigt, qui vient de digitus en latin, ou le D dans pied. Et ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a certains sons, enfin je veux dire certaines lettres, qui en fait en réalité n'ont rien à faire là. Par exemple, le mot poids, on n'a absolument pas besoin d'un D, puisque on croyait qu'il venait d'un mot latin avec un D, mais en réalité il vient du latin pensum qui ne possède pas de D. Donc, ce français qu'on veut immuable et intouchable, il comporte aussi son lot d'approximations et de fausseté. Et j'entends souvent des gens prononcer
le nom de la capitale belge Bruxelles, mais en réalité il s'agit de Bruxelles, et le X servait à noter le 2S. Comme par exemple dans 60 en France, on ne va pas dire Soixante, ou même Auxerre, ça ne se prononce pas Auxerre. Et maintenant abordons le cas de tout l'élitisme en fait que supposent en fait ces réactions, puisque quand on suppose qu'on veut abêtir les nouvelles générations, voire se rabaisser au niveau de la jeunesse qui écrit en langage SMS, ça me semble totalement idiot, puisque je viens de le dire qu'à l'époque des moines copistes, ils écrivaient sous la dictée sur des supports donc, en peau qui coûtaient extrêmement cher, donc il fallait compresser, contracter et surtout faire vite. Et on peut dire que les moines écrivaient aussi en langage SMS, par exemple le pluriel de cheval, chevaux. Le X vient aussi d'une contraction. Je crois qu'on écrivait chevaux AUS, mais que les moines en fait ont abrégé le US en X, et ce qui a donné en fait cette graphie qui nous semble étrange aujourd'hui. Et donc on pourrait même aller jusqu'à dire que l'orthographe française actuelle, dans sa forme la plus élitiste, provient un peu du langage SMS des copistes, des imprimeurs, etc. de l'époque. Personnellement, je compte continuer à utiliser l'ancienne orthographe, pas par élitisme, mais parce que j'y suis habitué. Et en fait, c'est ça qui est positif avec cette rectification, c'est qu'elle a seulement une force de proposition. Donc évidemment, les professeurs sont amenés à l'enseigner, mais il n'y a pas de force légale derrière tout ça. Personne ne va vous mettre en prison si vous continuez à mettre des accents circonflexes sur les mots qui en comportent. C'est finalement assez positif de voir des débats en fait sur la réforme de l'orthographe. Ça montre d'une part que ça intéresse les gens, et d'autre part que la langue est vraiment au cœur de notre univers, puisqu'en fait, si on écorche entre guillemets notre langue, on écorche aussi notre faculté à proposer des idées. Mais comme j'ai expliqué en fait dans cette vidéo, la langue française résulte d'une lente évolution, et si on voulait être dans l'orthodoxie la plus totale, il faudrait revenir au latin vulgaire. Et d'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est qu'on a élevé le français comme une grande langue de culture, mais par rapport au latin, finalement, il faut dire ce qu'il y a, c'était le latin des ploucs, quoi. Et il faut aussi accepter que la langue évoluera, et que dans 100 ans, dans 500 ans, elle ne ressemblera pas à celle que j'utilise par exemple pour vous parler dans cette vidéo. Et c'est tout à fait normal. Donc on va pas forcément imposer le changement. D'ailleurs ce changement, même si ce sont des manuels scolaires qui l'appliquent, il n'est pas coercitif. Et il y aura sans doute certaines orthographes qui ne vont pas prendre. Et peu importe, finalement la langue va évoluer toute seule. Et ce que fait en fait par exemple l'Académie ou le Conseil supérieur de la langue française, c'est simplement essayer, même avec pas mal de retard, plusieurs siècles parfois, d'adapter l'orthographe à l'usage. Et ce que je vois actuellement dans la société française, je vais pas vous surprendre je pense, c'est qu'il y a beaucoup de peur du changement et une nostalgie du passé qui aurait été beaucoup mieux que maintenant. Et à partir de là, on s'accroche à des choses qui finalement n'ont pas tant d'importance et pas forcément tant de légitimité. Et je me souviens avoir lu une citation attribuée à Socrate où il disait que les jeunes de maintenant, enfin de son époque, étaient en gros des enfants pourri gâtés, et c'est finalement la même chose qu'on entend de nos jours. Et en fait, chaque génération va avoir tendance à dire que c'était mieux avant, et que la génération qui vient, et que le futur, ça sera moins bien, et que les jeunes vont se mettre à écrire en langage SMS, et que ce sera une catastrophe, et que la langue française va mourir. Évidemment, ça ne sera pas le cas. Il va y avoir des évolutions, et elles vont sans doute nous surprendre, et les choses seront très bien telles que le deviendront. Et en fait, le problème aussi du français, c'est qu'il y a un peu un système de ségrégation sociale. Je suis pas forcément d'accord avec l'idée que les pauvres à l'heure actuelle seraient désavantagés face aux riches pour l'orthographe, parce que je connais des gens très pauvres qui écrivent très bien et des gens riches qui écrivent très mal du point de vue de l'orthographe. Mais malgré tout, en fait, on a tellement érigé en fait, la langue française comme la langue parfaite, idéale, qu'il y a une peur de faire des fautes. Et on entend souvent des gens se moquer
d'autres personnes qui vont mal orthographier un mot. Et à mon sens, ça fait partie des symptômes des problèmes qu'ont les Français avec les langues étrangères, c'est-à-dire qu'on est tellement crispé par rapport à notre propre langue, on a tellement peur de faire des fautes et d'être perçu non seulement comme un individu stupide, mais en plus comme un individu socialement inférieur, qu'on ne va vraiment pas expérimenter de peur de se planter. Et finalement, c'est un peu le même rapport qu'on va appliquer inconsciemment aux langues étrangères, puisqu'on se dit, si j'orthographie mal ce mot en allemand, en italien, en chinois, comme vous voulez, ça va me rabaisser, ce qui est stupide. Ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est de débattre, en fait, et d'échanger, et parfois de vous disputer. Oui, disputons-nous, en fait, on est des Français, on est une sorte de grand village gaulois, on n'est jamais d'accord entre nous. Mais c'est ça qui fait évoluer la langue. Et parfois, les choses peuvent rester telles qu'elles le sont, et parfois, elles vont évoluer. Mais il ne faut pas rester, en fait, dans cette vision de la langue comme quelque chose qui ne doit pas changer, puisque elle a été amenée à un stade de perfection, en fait. Il y a eu beaucoup d'approximations, beaucoup d'erreurs, finalement, comme je l'expliquais, qui ont amené le français à l'état où il est, en fait. Et c'est ça qui fait que le français n'est pas une langue morte qui ne doit jamais sortir de son espèce de coupe de verre, mais au contraire, c'est une langue vivante et elle doit être amenée à évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo aura au moins atteint son but, c'est-à-dire tout simplement clarifier les choses. Donc dans la description, je vous ai mis pas mal de contenu, d'articles, d'autres vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet, auprès de personnes qui le connaissent même mieux que moi, et qui vont pouvoir alimenter votre réflexion. Donc, pour résumer, il ne s'agit pas d'une réforme qui vient d'apparaître, il s'agit donc d'une mise en œuvre seulement dans quelques manuels, d'une rectification simplement et pas d'une réforme de 1990, et il ne faut pas avoir peur du changement de la langue française. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est un peu hors sujet puisque je parle plutôt des langues étrangères que de notre propre langue. Mais si les réflexions de fond comme ça vous intéressent, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire et je pourrai en produire davantage à l'avenir. Pour finir, si jamais vous sentez que vous êtes mauvais en orthographe, dites-vous simplement que vous n'êtes pas stupide, il n'y a pas de corrélation entre l'intelligence et la capacité à avoir une bonne orthographe. Je connais des gens très intelligents qui font beaucoup de fautes et des gens moins intelligents qui font beaucoup moins de fautes. Et vous êtes simplement en fait victime de ces excentricités, de toute cette évolution passionnante de la langue française. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime, la partager et vous abonner à la chaîne. Et éventuellement me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis donc à bientôt sur Le Monde des Langues.